Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Et nous revoilà aujourd'hui, Patrick Michel, pour une nouvelle assez extraordinaire. Nous sommes début décembre 2025 et cette fois-ci, c'est bon. La mission Ramsès est définitivement approuvée par le Conseil des ministres de l'espace à l'ESA. Absolument, c'est une excellente nouvelle. Le 26 et le 27 novembre 2025, donc le Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne s'est réuni pour décider des budgets des 3 prochaines années. Le directeur général de l'Agence spatiale européenne a reçu un total de 22,1 milliards d'euros. C'est un record. Voilà, pour l'ensemble du programme spatial de l'ESA. Oui, pas uniquement pour la mission Ramsès. Non, pas uniquement, malheureusement. Ou heureusement, parce qu'on ne saurait pas ce qu'on ferait de tout cet argent. Oui. Et en réalité, eh bien, il manquait cette décision finale pour avoir le financement qui permet de lancer Ramsès donc, en 2028. Sachant que c'est une mission pour laquelle on avait demandé un préfinancement en 2024. Exact. Pour pouvoir commencer le développement de la mission, pour être lancé en 2028, c'est dans 2 ans et quelques. Car donc, ce géocroiseur ne nous attendra pas. Voilà, puisqu'il passe le 13 avril 2029 à proximité de la Terre. En toute sécurité. En toute sécurité, on a fait plein d'épisodes là-dessus. Et donc, on avait commencé le développement de cette mission en 2024, mais avec quand même la réserve qu'il fallait que la dernière partie du financement soit approuvée lors de ce conseil ministériel. Il s'agit d'une partie non négligeable. Ah oui, c'est même plus de la moitié qui était attendue. Donc ça, c'est fait. On a donc la mission financée avec une contribution de la France, pour mon plus grand bonheur. On va revenir d'ailleurs sur les détails et on pourra dire quelle est la contribution française. Et donc, ça permet de poursuivre jusqu'au lancement. Nous sommes actuellement en revue de conception critique. On appelle ça en anglais le Critical Design Review, ou CDR pour les experts. Oui. Donc, ça veut dire que c'est déjà un stade bien avancé, puisqu'il fallait pouvoir avancer justement. Et on a aussi transformé cette mission de l'Agence spatiale européenne en une mission en partenariat Agence spatiale européenne et JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, parce que la JAXA a fait sa demande de budget au gouvernement japonais pour fournir son lanceur H3. Donc, ça sera emporté par un lanceur japonais. Depuis un pas de tir japonais, du coup. C'est ça, oui, depuis l'île de Tagenashima, là où ils lancent toutes leurs missions. Et avec aussi des panneaux solaires flexibles et un imageur dans l'infrarouge thermique comme sur Ramsès. Donc, compte tenu de cette forte contribution, c'est plus simplement une contribution, c'est un partenariat. Et donc, c'est devenu une mission ESA-JAXA, que je trouve très bien parce que quand en 2029, les gens auront les yeux levés au ciel et que le monde parlera de Apophis, eh bien, on pourra avoir ce message de coopération avec 2 agences en partenariat qui font une mission. Et dans un contexte géopolitique un peu tendu, je trouve que c'est bien de montrer que voilà, on mène des missions ensemble et ça sera affiché comme ça. Et donc, vous vous êtes rendu à l'ISAS, le centre de recherche de la JAXA. C'est ça. Donc, la semaine dernière, j'étais, juste après la décision ministérielle, au Japon pour célébrer l'approbation de la mission côté Agence spatiale européenne et le partenariat avec le Japon, sachant qu'à l'heure où nous parlons, il manque encore la décision du gouvernement japonais de valider la demande de la JAXA. Mais ma visite au Japon, je vois qu'ils ont une très bonne confiance que ça se produira, parce qu'en plus, ça leur permet de lancer avec Ramsès leur mission japonaise Destiny Plus, qui est une mission qui doit aller voir l'astéroïde Phaéton, qui est à l'origine des Géminides, les météores qui en ce moment nous une rendent information visite. Qui tient à cœur à tous les astronomes amateurs qui nous écoutent. Voilà, et on peut observer ces météores tous les ans. Et donc, cette mission, en étant lancée avec Ramsès, eh bien, va pouvoir faire un survol d'Apophis quelques semaines ou quelques jours, ça dépend du jour exact de lancement, avant Ramsès. Oui. Et ça va nous permettre d'avoir au moins des premières images d'Apophis pour pouvoir arriver avec Ramsès en ayant une petite connaissance améliorée en tous les cas sur Apophis. Par exemple, quelle est sa forme et puis est-ce qu'il y a peut-être des petits rochers autour? On ne sait jamais s'il y a des satellites naturels. Parce qu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore d'assurance en ce qui concerne la forme. Non, on a un modèle radar. Alors donc les observations radar permettent d'avoir des informations plus éduquées de la forme par rapport aux courbes de lumière et Apophis semble être un binaire en contact.
Donc en fait, 2 rochers liés l'un à l'autre par leur gravité. Enfin, en fait, on ne sait pas, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir 2 lobes rocheux. Est-ce que ça pourrait être comme la comète Chury également ? Ouais, voilà, c'est un peu ce genre de forme bilobée, comme on les appelle, avec 2 lobes. Mais bon, on n'est pas sûr, et puis on n'a pas non plus un contexte sur l'environnement d'Apophis, parce qu'il peut y avoir des petits satellites naturels, on ne sait jamais. Oui, exactement. Et donc de pouvoir avoir cette information avant, c'est Destiny Plus qui pourrait nous le fournir. Et pour les Japonais, c'est aussi une possibilité d'avoir un lanceur pour Destiny Plus, parce que Destiny Plus va être lancé par un lanceur qui s'appelle Epsilon S, mais qui n'est toujours pas prêt. Qui a plein de problèmes. Et du coup, il leur fallait un autre lanceur. Or, le lanceur H3 est un gros lanceur et qui ne se justifie pas simplement pour Destiny+. Donc, en fait, en lançant Ramsès, ça offre aussi à Destiny+, la possibilité d'être lancé. Donc, d'une pierre deux coups. Donc, la communauté aide la communauté dans les petits corps, bien sûr, finalement. Mais absolument, très bien, c'est malin, c'est très malin. Donc, on en est là. Alors, la mission Ramsès, elle est, pour revenir un petit peu sur son instrumentation, en quoi elle consiste. L'aspect technique. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'arriver et de commencer à mesurer les propriétés physiques d'Apophis en mars 2029, un mois et demi avant son passage le plus proche de la Terre, le 13 avril, pour avoir une connaissance détaillée de ses propriétés avant la rencontre avec la Terre et voir comment ces propriétés se transforment pendant le passage du 13 avril, puisque les forces de marée terrestre, la gravité de la Terre, en fait, va varier tandis que Apophis s'approche de la Terre et tandis qu'il s'en rééloigne. Et puis surtout, Apophis sentira la gravité de la Terre de façon un peu plus forte sur la face qui se présente à la Terre par rapport à la face opposée. Et toutes ces variations de gravité, ce qu'on appelle les forces de marée, peuvent perturber, modifier les propriétés d'Apophis. On ne sait pas. Peut-être que ça fera rien. Peut-être que ça fera une restructuration. Mais on aura les caméras braquées. Mais plus que ça, on va parler des instruments, c'est ça. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on a des restructurations, est-ce qu'on a des avalanches, des mouvements de surface, parce que tout ça va nous renseigner sur comment un objet comme Apophis, qui fait entre 300 et 400 mètres de diamètre, répond à une force externe. Ici, ce sont les forces de marée, mais ça nous renseigne aussi pour, par exemple, si c'était des forces pour le dévier. Donc, toute façon d'agir, d'interagir avec lui, nous donne des connaissances qui servent non seulement la science, mais aussi la défense planétaire. Et comme on a vu dans les missions précédentes que la réponse de ces objets aux interactions qu'on leur fait subir contre-intuitive, on commence à peine à comprendre parce qu'ils sont dans un environnement de très faible attraction. Et donc, on n'a pas l'intuition. Et des petits effets entraînent de grandes conséquences. Ça peut entraîner de grandes conséquences selon justement les propriétés et comment il répond. Et comme on a encore un peu de mal à le prédire, il faut qu'on continue à apprendre ce que sont ces objets et comment ils se comportent. Et là, la nature nous offre les forces elles-mêmes, puisque c'est les forces de marée. Jusqu'à maintenant, les interactions, c'était nous en faisant des impacts, en récoltant des échantillons, etc. On observait comment ils répondaient à des sollicitations externes. Et là, pour la première fois, et d'ailleurs peut-être l'unique fois, parce que ce genre de passage d'un objet si gros près de la Terre, c'est en moyenne tous les 7000 ans. Donc c'est pour nous la seule opportunité de mesurer ce qui se passe dans un environnement naturel. Et quel est le consensus concernant le type de cet astéroïde ? Alors, sur la base d'observation au sol, il est de type taxonomique S. On a parlé des types taxonomiques dans un autre podcast. Oui, c'est le même type. Voilà, c'est le même type que Itokawa. C'est le type pas le plus commun parce qu'il y a à peu près la moitié d'objets qui sont sombres et d'objets clairs. C'est des objets plutôt clairs silicatés, riches en olivine, pyroxène. Et donc, on va pouvoir le mesurer d'ailleurs. Donc, sur la sonde, on a plusieurs instruments. On a des caméras visuelles, comme sur Hera. Donc deux, une pour faire l'œil gauche, une pour faire l'œil droit. Alors, il y en a une qui a un plus grand angle que l'autre. L'idée, c'était déjà au départ, puisqu'on a peu de temps pour développer, déjà de démontrer qu'on est capable de monter des missions rapidement. Parce que dans l'objectif de défense planétaire, savoir monter des missions de reconnaissance rapide, c'est intéressant parce que dans la perspective où on aurait un objet qui nous arrive dessus, on aimerait se donner la chance d'aller voir à quoi il ressemble avant de monter la mission de déviation. Bien sûr. Pour s'assurer qu'on utilise la bonne énergie pour le dévier. Oui. Mais il se peut qu'on ait peu de temps pour ça. Donc, montrer qu'on est capable de développer des missions rapidement, c'est très important. Il se trouve que Hera a été développé super rapidement. En seulement 4 ans. Et oui. Le contrat industriel passé en 2020 et elle a été lancée le 7 octobre 2024 pour participer au premier test de déviation d'astéroïdes avec la mission DART de la NASA. Et c'est une mission pourtant complexe avec une sonde de 1 tonne 2 qui embarque elle-même 2 CubeSats qui vont être déployés à proximité d'un astéroïde. C'est d'ailleurs la première fois qu'une mission emporte 2 CubeSats pour faire de l'exploration dans l'espace profond d'un astéroïde. Et tout ça a été fait en 4 ans.
Donc là, on avait à peu près les mêmes échelles de temps qu'on a commencé en 2024. Donc on s'est dit, pour pouvoir le refaire en même temps, autant utiliser la même architecture. Oui. Donc Ramsès se repose aussi sur une sonde qui a la même architecture que Hera, mais adaptée à Apophis. Apophis venant plus près de la Terre que la cible d'Hera qui est Dimorphos, on a besoin d'une antenne plus petite pour communiquer. Panneaux solaires également plus petits. Les panneaux solaires plus petits parce qu'on est plus près du Soleil. Par contre, Apophis passant super rapidement près de la Terre, il nous faut beaucoup d'énergie finalement, et donc il faut un gros réservoir. Donc ce qu'on gagne en panneaux solaires et en antennes plus petites, on le perd en masse du réservoir. Donc en gros, la sonde a à peu près la même masse que celle de Hera, c'est 1,2 tonne. D'accord. Et elle embarque aussi 2 CubeSats. Donc au niveau des instruments sur la sonde, on a 2 caméras visuelles comme sur Hera, mais une avec un grand angle, l'autre avec un angle plus restreint. On a un imageur haute résolution qui est équipé de filtres de couleur et un filtre polarimétrique qui nous permet d'aller jusqu'à des longueurs d'onde dans l'infrarouge qui nous permettent de voir certaines signatures spectrales de ces objets de type S. En particulier, il y a une bande du pyroxène, qui est un minéral qui est à 1 micromètre, on la verra par exemple. Donc ça permet de faire de la composition. Il y a un autre imageur hyperspectral qui lui aussi est dédié à la composition. Et on a un altimètre laser. Et on a, pour la première fois, un spectromètre plasma. Alors là, c'est une science auquel nous ne sommes pas familiers dans la communauté des astéroïdes parce que ça met en jeu des champs magnétiques. Et les astéroïdes, ils n'ont pas trop d'effet magnétique. Voilà, encore qu'on aura peut-être des surprises. Oui. De toute façon, il a toujours été intéressé de mettre un magnétomètre parce qu'il y a un peu de magnétisme, on voit sur les météorites. Ouais. Mais là, ce n'est pas vraiment la science qui est la plus pertinente, plus pour un objet de 300-400 mètres. Sauf que dans le cas d'Apophis, il va passer tellement près de la Terre qu'on peut avoir un effet de la magnétosphère terrestre. Et en particulier, ça pourrait créer des mouvements de surface, de la lévitation, des forces électrostatiques. Et donc, avoir un spectromètre plasma va nous permettre pour la première fois d'étudier peut-être des effets magnétiques sur un astéroïde. Alors là, ne me demandez pas plus. Ça nous amène une communauté très différente dans la mission. Toujours intéressant de se confronter à notre communauté. Exactement. Et ça, c'est fourni, c'est par l'Allemagne qui fournit ce spectromètre. L'imageur haute résolution, c'est la Suisse avec contribution française pour les filtres de couleur, notamment polarimétriques. Et l'imageur hyperspectral, c'est une contribution italienne. Donc, on a plusieurs pays qui contribuent. Et les caméras ? Et les caméras, là, c'est plutôt c'est fourni, c'est l'ESA qui les achète à l'industrie. D'accord. Ensuite, on a 2 CubeSats. Alors, un CubeSat qui va embarquer le même radar basse fréquence que sur Hera. Donc, ce sera un Jura numéro 2. Voilà, ça s'appelle Jura sur Hera, et qui va sonder la structure interne d'Apophis. Et là aussi, c'est une contribution française, avec aussi le Luxembourg, et responsabilité scientifique française, Alain Eric, à l'IPAG à Grenoble. Et ça, on va pouvoir sonder l'intérieur d'Apophis. Et c'est les 2 seules missions, Hera et Ramsès, qui sondent directement l'intérieur d'un astéroïde. On n'a jamais passé au radar un astéroïde. Non, pour l'instant non. Et le premier sera Dimorphos avec Hera, suivi de Apophis avec Ramsès. Et ce CubeSat contient aussi un détecteur et analyseur de poussière, comme sur Hera, qui va permettre de voir s'il y a de la poussière environnante, de pouvoir la capturer, de l'analyser. Alors même qu'il n'y a pas eu d'impact. Non, mais il peut y avoir, on a vu des astéroïdes actifs qui émettent naturellement de la poussière. Bennu, par exemple, donc on ne sait jamais. L'autre CubeSat, lui, c'est un plus grand défi, puisqu'il a vocation à atterrir sur Apophis. Alors, atterrir sur un corps en faible gravité, c'est compliqué, mais c'est génial parce qu'à bord, on a un sismomètre français, donc un géophone. Naomi Murdoch à l'ISAE Super-Héros en est responsable, encore une fois, une contribution française, et un gravimètre qui permet de mesurer le champ de gravité de l'astéroïde. Mais le sismomètre, c'est excellent, parce que c'est la première fois qu'on fait de la sismologie sur un astéroïde. Ah oui, parce qu'on l'a fait sur la Lune, on l'a fait évidemment sur Terre, on l'a fait sur Mars. On l'a fait sur Mars, voilà. Donc on a des décennies de sismologie sur des planètes, mais on ne l'a jamais fait sur un astéroïde. Et là, l'idée, c'est que quand Apophis va passer près de la Terre, il va sentir des vibrations sismiques qui vont se manifester. Et en fait, mesurer comment les ondes sismiques se propagent dans l'astéroïde nous donne une autre indication sur ses propriétés mécaniques et internes. Et oui. Donc, c'est une autre façon de sonder l'intérieur. Et je suis très content que la France soit la première nation à faire de la sismologie sur un astéroïde. Donc, en fait, en termes de contribution française, on valorise vraiment notre expertise reconnue à l'échelle internationale en structure interne, avec 2 instruments pour lesquels on a une véritable niche d'excellence, qui sont la sismologie et le radar. Donc ça, moi, je suis très content. Plus, je pense, le CNES va être en charge de l'analyse des opérations des CubeSats aussi, comme sur Hera. Donc, il y a une participation qui est assez sympathique et assez unique. Et ensuite, tout ça va pouvoir nous permettre donc de mesurer les propriétés avant le passage,
On dépose le sismomètre quelques jours avant le passage le plus proche et il fait ses mesures. Alors, il ne faut pas qu'il soit déposé trop tôt parce qu'il a une durée de vie limitée. Ah oui. Voilà. Mais les effets de marée, de toute façon, se font ressentir que quelques heures avant et quelques heures après le passage. Donc, il faut pouvoir avoir une mesure vraiment très proche du passage le plus proche. C'est une vraie partition symphonique, en fait. Ah oui, il faut vraiment bien calculer notre coût. Mais toutes les opérations, justement, on est en train de préparer tout ça. C'est assez génial. Et ensuite, la mission doit pouvoir rester jusqu'au mois d'août 2029. Donc, en fait, on aura quelques mois, un mois et demi avant et quelques mois après le passage pour pouvoir poursuivre les mesures des propriétés de l'astéroïde, de voir comment elles évoluent sur le long terme aussi, parce qu'il peut y avoir des effets à long terme, sachant que si tout va bien, la mission OSIRIS-APEX, qui est donc la mission OSIRIS-REx de la NASA, dont la sonde est repartie pour voir Apophis, devra se mettre à proximité d'Apophis au mois de juin 2029. Donc, elle ne verra pas le passage le plus proche, elle ne pourra pas mesurer, d'où l'importance de Ramsès. Exactement. Par contre, après, elle va rester 10 mois. D'accord. Et il y aura un moment donné où on sera tous les deux, Ramsès et Apex. Oui. Et donc, on pourrait s'intéresser à voir qu'est-ce qu'on fait pour maximiser le retour scientifique de 2 missions ensemble. Oui. On pourrait imaginer, là j'invente, on n'en sait rien pour l'instant, mais que Apex observe Ramsès. Ah oui. Ah oui, on pourra faire des trucs assez sympathiques. Ah oui. Grand public. Ah oui. Sachant que la première chose grand public qu'on fera, ça sera de renvoyer le 13 avril 2029, quand les gens peuvent le voir dans le ciel nocturne pour ceux qui sont bien placés. Oui. Voir la lumière. On veut renvoyer en direct les images prises par Ramsès au public. Oui, il faudra veiller donc à regarder la météo et à vous rendre le 13 avril dans un endroit sans nuages. Voilà. Et là, toute la zone qui sera de nuit, c'est l'Europe, l'Afrique. Oui. Donc on a une carte. La péninsule arabique. Voilà, voilà exactement. Donc on a une carte qui montre bien où on sera de nuit. Bien sûr, il faut que ce soit sans nuage, mais alors on imagine si on a la petite lumière et qu'en même temps sur son écran on a les vraies images, ça va être canon. Ah oui, carrément. Et si après en plus on a une sonde américaine et une sonde européenne ensemble qui font des choses, on pourrait imaginer la sonde OSIRIS-REx en fin de mission veut s'approcher d'Apophis, activer ses propulseurs et voir comment la surface réagit. C'est une autre façon de mesurer une interaction. Tout à fait. Mais on pourrait imaginer, par exemple, que Ramsès, en fin de mission, le fasse avant Apex et qu'Apex observe Ramsès le faire. Ah oui, ça sera encore mieux. Là, je m'amuse. Mais on va en discuter d'ailleurs sous le groupe de planification des missions spatiales qui est sous l'égide de l'ONU, donc ce qu'on appelle le SM-PAGE, Space Mission Planning Advisory Group. Eh bien, on a mis en place un groupe de coordination des missions vers Apophis. D'accord. Dont je fais partie, les responsables des missions prévues. Donc, pour l'instant, c'est Apex, Destiny Plus et Ramsès. Bien sûr. Sont dans ce groupe pour pouvoir s'assurer qu'on se coordonne bien. Pour, par exemple, il y a plusieurs problèmes à régler. Par exemple, s'il y a des observations radar depuis la Terre, il faut s'assurer qu'elles ne nous crament pas nos satellites. Ah oui, il y a des choses comme ça. Il y a certaines fréquences. Il y a des fréquences à respecter. Exactement. L'autre chose aussi, c'est qu'on a besoin d'antennes de communication pour communiquer les données. Et si on a plusieurs satellites en même temps, il faut qu'on s'assure qu'on gère bien qui communique quand, etc. Donc, on est en train... La bonne nouvelle, c'est que Ramsès, maintenant, est financé. Destiny Plus va partir avec, ça, c'est sûr. Apex, on considère qu'elle va y aller. On se connaît tous, on travaille tous ensemble depuis longtemps. Bien sûr. En fait, moi, je suis dans Destiny Plus, Ramsès et Apex, par exemple. Donc, on a plusieurs membres qui sont dans les 3 missions. Et vous étiez déjà dans OSIRIS-REx. Voilà. Donc, du coup, on a commencé ces conversations et on va s'assurer qu'on montre au monde entier une belle preuve de coopération et de coordination. Il ne faut pas se rater, parce que là, on aura le monde entier qui nous regarde. Oui, bien sûr. Mais vous avez encore quelques années pour vous préparer. Voilà. Donc là, on est exactement. Donc là, on est en train de terminer cette revue critique de conception de la mission qui se termine en février. Et puis, on va avancer comme ça pour lancer. Et on a une équipe scientifique formidable qu'on est en train de finaliser avec beaucoup de jeunes. Oui. Et d'ailleurs, on a mis dans cette équipe scientifique un petit groupe qui s'appelle les Next Generation. C'est pour les étudiants en thèse qui puissent participer avec nous à cette mission, qu'on puisse les former. Donc, on a mis, on dit en anglais, un sweet spot, une place de choix pour les prochaines générations, pour qu'on puisse les former dans le cadre de cette mission. Parce que au stade avancé de mon âge, n'est-ce pas, mon rôle, je pense que mon rôle maintenant, c'est plutôt de former les nouveaux leaders, les prochains leaders qui prendront notre place. Moi, je ne suis pas là pour monopoliser la place tout le temps. Au contraire, maintenant, j'aimerais faire profiter de mon expérience aux jeunes. Passer le relais. Exactement. Et donc, d'avoir ces petits groupes de nouvelles générations, eh bien, je trouve que c'est très excitant. Comme ça, ils emmagasinent de l'expérience et ensuite, ils pourront voler de leurs propres ailes. Exactement. Dans l'espace. C'est ça.
Eh bien, ma foi, c'était une très, très, très belle revue critique sur la mission Ramsès, mais version grand public. Et donc, je vous remercie, Patrick Michel, et on se retrouve dans un prochain épisode. Je ne connais pas encore le thème, mais on trouvera. Merci.